Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, je discutais avec la littéraire Martine Delvaux, qui est également enseignante à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Martine qui est une militante féministe qui se prononce beaucoup, que ce soit dans les réseaux sociaux ou à travers ses ouvrages. Donc, je vous laisse sur cette belle discussion. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Alors, bienvenue Martine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au balado. Merci à toi. Déjà, moi, je te connais beaucoup par les réseaux sociaux. Ça fait un petit bout que je te suis, entre autres sur Instagram, parce que j'aime beaucoup voir, si je peux dire, tes prises de position un peu, la façon dont tu défends certains des arguments féministes. Mais pour ceux qui te connaissent pas, j'aurais aimé ça que tu parles un peu de c'est qui Martine Delvaux. En gros, je suis professeure à l'UQAM depuis maintenant très longtemps. Ça fait plus de 25 ans et je suis originaire d'Ottawa. En fait, je suis comme franco-ontarienne, on pourrait dire. J'ai fait mon doctorat aux États-Unis, j'ai enseigné brièvement en Angleterre, puis après j'ai eu un poste à l'UQAM. Donc je suis à Montréal depuis ce moment-là. Je suis féministe depuis tout le temps, mais disons que plus le temps avance, plus je vieillis, plus ce féminisme-là, il se précise, on pourrait dire. J'ai comme pris une place publique. Bon, pour moi, ça vient avec le rôle de professeur d'université. En fait, quand on est prof d'université, on a traditionnellement, depuis le Moyen Âge, c'est un peu notre rôle que de commenter l'actualité, d'avoir une opinion sur les choses et de pouvoir le faire publiquement sans risque d'être réprimandé, si on veut. C'est ce qu'on appelle la liberté académique. Au sens propre, c'est ça, c'est que j'ai le droit d'aller sur la place publique puis d'émettre mes opinions, même contre ma propre université, sans que mon employeur puisse me taper sur les doigts, si on veut. Donc, c'est un peu ça que moi, j'ai incarné ou essayé d'incarner ou que j'essaye d'incarner le mieux possible. Pas tout le temps de la même façon. Là, Instagram, c'est une plateforme que j'investis un peu plus ludiquement, mais qui me permet quand même de dire certaines choses. J'aime beaucoup les formes brèves. Donc, je suis écrivaine aussi. Donc, j'ai écrit des essais féministes qui peut-être sont plus connus que mon travail d'écrivaine plus littéraire, mais j'ai vraiment une production littéraire régulière et je travaille le fragment. Donc, j'aime les formes brèves. J'aime pouvoir ramasser les affaires en peu de mots. Donc, c'est un peu ça que Instagram me permet de faire. Puis ça vient de où, ce féminisme-là? Ça a commencé comment, exemple? Est-ce que dans ta famille, il y avait ça un peu comme énergie avec ta mère ou je sais pas si tu avais des sœurs ou c'est venu plus à l'école? Ça a commencé comment? C'est difficile à cibler, mais tu sais, moi, ma mère a toujours été féministe. Ma mère, elle m'a eu comme fille-mère à l'époque, là, où à l'époque, on parlait de fille-mère et non pas de mère célibataire. Donc, mon père biologique est parti bien avant ma naissance. Et après, elle s'est mariée. Donc, j'ai une demi-sœur qui est née de ces parents-là. Mais ma mère a toujours été très vocale par rapport à la place des femmes, mais surtout une sorte de la charge mentale, par exemple, ou le partage des tâches. Tu sais, c'était toujours quelque chose qui était dans le discours ambiant. Après, je suis aussi de la génération X. Moi, j'ai grandi avec le sida. Donc, avec le sida qui était la menace, vraiment mon entrée dans la sexualité, on pourrait dire, c'est faite avec le sida. Donc, c'est quand même quelque chose. Et ça a fait que j'étais féministe, mais j'étais aussi pro-queer. Je défendais les droits des personnes à l'époque. On disait pas LGBTQIA, on disait les gays ou les homosexuels, les lesbiennes. Mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'étais épidermiquement allergique à l'homophobie. Fait que mon féminisme, il a été ça par rapport au droit à l'avortement aussi. Pour nous, c'est comme acquis aujourd'hui, mais moi, quand j'étais ado, dans les salles de classe, c'était un sujet dont on débattait parce que la religion est encore quand même assez puissante, au moins dans l'imaginaire, sinon dans la pratique. Fait que mon féminisme, il s'est comme construit à travers ça. Puis après, je me suis inscrite à l'université.
J'ai eu des cours de littérature des femmes. J'ai aussi constaté combien les garçons étaient mis en avant beaucoup plus que les filles. Donc, je l'ai senti dans mon corps, cette espèce de sexisme ambiant, ordinaire, qui percole partout. Et j'ai fini par aller aux États-Unis. J'ai fait une thèse avec un directeur qui était un homme, beaucoup plus âgé que moi, qui était gay, et qui m'a permis de faire une thèse vraiment complètement créative dans sa forme sur comment on a inventé la folie à partir des femmes. C'est-à-dire que les femmes ont servi l'invention de la notion de folie. Donc ça m'a beaucoup interpellée pendant toutes ces années. Puis bon, j'ai eu un poste en études féministes, puis j'ai continué. Est-ce qu'il y a eu des moments où, justement, soit tu t'es prononcé publiquement puis que tu as eu peur des réactions? Est-ce que c'est arrivé que, justement, il y ait des conflits associés à ça qui soit te remettent en question? Ou... Oui, bien sûr. Premièrement, j'ai peur, puis en même temps, j'ai pas peur. C'est les deux en même temps. C'est que oui, il y a une partie de moi qui a toujours peur, puis je reçois des réactions, je reçois des menaces, je reçois des lettres d'insultes. C'est vraiment quand on prend position publiquement comme féministe, on prête le flanc. Donc, il y a des fois aussi, mes positions ont été très radicales sur la place publique, plus radicales probablement que ce que je serais dans la vie, si on veut, de ce que je dirais dans la vie, mais parce que socialement, il fallait faire avancer un dossier, puis pour faire avancer le dossier, il fallait prendre des positions qui étaient très, très, très fermes. Donc, j'ai fait ça. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre celle que je suis dans l'espace public, celle que je suis dans mes salles de classe, celle que je suis dans mes livres, celle que je suis à la maison avec ma fille, avec les amis de ma fille, avec mon conjoint. Je veux dire, cette personne-là, elle est multifacette et tu sais, souvent les gens me rencontrent en personne puis ils me disent, bon, ça c'est pas arrivé récemment, mais je me souviens au début là, quand j'étais vraiment beaucoup dans l'espace public, on me rencontrait puis on me disait, mon Dieu, t'es tellement gentille. J'étais comme, je suis pas un monstre, ou bien t'es drôle. Je disais, oui, les féministes sont drôles aussi. Fait que, il y a comme plein de préjugés aussi qu'on me colle dessus. Fait que je navigue là-dedans, mais faut vraiment pas penser que c'est facile. Faut pas penser que ça me touche pas. Ça me touche. C'est juste que j'arrive à faire ma vie malgré ça. Mais il y a des moments où, si quelqu'un me suivait là, à la lettre, là, tous les jours, puis il y a des moments où on voit que sur Instagram, je mets rien. Mais je mets rien pendant un certain temps. Mais ça, c'est le signe. C'est le signe que là, j'ai traversé un moment un peu plus difficile, fait que j'ai comme fait un pas de recul. Des fois, j'ai mis des trucs sur Instagram que je retire. Des fois, les réactions sont tellement bizarres par rapport à ce que je voulais dire que je me dis, bon, mais je l'ai mal formulé, donc je le retire. Ou je me suis trompée. Ça m'arrive de me tromper. Puis quand je me trompe puis que quelqu'un m'en fait part, je me corrige. J'ai pas cette arrogance de penser que j'ai toujours raison. J'en échappe, on en échappe toutes. J'avais envie de parler, on est un petit peu en retard, là, mais ça fait pas si longtemps qu'on a commencé notre balado, mais je crois que c'est en 2019, ça fait quelques années que tu as sorti ton livre Le Boys Club. Je pense que c'est 2019. Ouais. En fait, j'aimerais ça parler un petit peu de tout ça, de justement, d'abord, oui, d'où vient le projet de ce livre-là. Puis si tu peux définir un peu, c'est quoi, en fait, l'essence là, du Boys Club, des Boys Club? Avant le Boys Club, j'ai fait un livre qui a quand même été bien reçu, là, qui s'appelle Les filles en série, que j'avais écrit dans la foulée de la grève des étudiants là, de 2012, le printemps érable. Fait que j'étais intéressée à ces figures de femmes toutes pareilles. Tu sais, les ballerines, les mannequins sur un catwalk. Bon, aujourd'hui, on assiste à une diversité corporelle, mais franchement, en 2013, quand j'ai publié le livre, la diversité corporelle était pas si présente. La réflexion sur la blancheur des représentations, par exemple, était pas présente. Donc, moi, j'ai réfléchi à ça. Qu'est-ce que c'est cette fabrique des femmes en série qui doivent être toutes pareilles et comment on les isole les unes des autres? Parce que si on regarde, par exemple, le Moulin Rouge, elles sont toutes pareilles puis elles se regardent pas. Donc, ça m'intéressait de penser comment on veut séparer les femmes les unes des autres, puis les fabriquer en même temps comme en usine, comme la Barbie. Fait qu'au moment où je faisais ce livre-là, où je l'ai sorti, mais c'est intéressant, les journalistes rapidement me disaient, souvent c'est la deuxième ou troisième question, mais les hommes, eux autres aussi, ils sont en série, eux aussi sont tous pareils. Et je répondais comme rapidement, je voulais moi parler des femmes, ça m'intéressait pas trop les hommes. Puis je leur disais, mais les hommes, c'est au nom du pouvoir, en général, qui sont pareils. On pense aux hommes d'église ou à l'armée. Oui, ils sont tous pareils, mais en même temps, c'est au nom de quelque chose de plus grand qu'eux et c'est au nom d'un pouvoir qui est exercé sur tout le monde. Alors que les filles sont ornementales. Les filles du Moulin Rouge n'ont aucun pouvoir sur le monde. Fait qu'évidemment, dans la foulée de ça,
l'idée d'un livre sur le Boys Club a germé, puis j'ai travaillé longtemps à accumuler du matériel. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ben je le fais ou je le fais pas, mais c'est maintenant ou jamais. Fait que je l'ai écrit, puis je l'ai écrit un peu comme un roman. Là, j'avais vraiment envie de traverser toutes ces incarnations du Boys Club. Puis il y en aurait plein d'autres là que j'ai pas mis dans mon livre parce que c'est à l'infini. Fait que le Boys Club, tu sais, si on imagine les filles en série comme des filles toutes alignées les unes à côté des autres, ben le Boys Club pour moi c'était des hommes en cercle qui se regardent les uns les autres. C'est tout le contraire. Ils sont pas séparés les uns les autres. Ils sont justement en train de s'identifier les uns aux autres et de se passer quelque chose. Fait qu'il se passe un projet de loi, il se passe un ballon, il se passe une femme, mais ils sont en communauté. Et une communauté qui est une forme de pouvoir à l'intérieur de laquelle s'exerce du pouvoir et où on se passe le bâton du pouvoir. On s'échange le pouvoir. Mm-hmm. Fait que le Boys Club, l'expression elle-même, maintenant, on la voit tout le temps dans les journaux, mais il y a une époque où on s'en servait beaucoup moins dans le domaine francophone. Et originalement, la notion de Boys Club faisait référence à des clubs privés. Fait que des clubs privés comme un lieu, on les voit dans les films, là, il y a des films britanniques, on les voit encore. C'est beaucoup moins d'actualité en Amérique du Nord, quoiqu'à New York, il en reste encore. Mais à l'époque, à la fin du 19e siècle, il y en avait vraiment beaucoup en Angleterre, en particulier à Londres, tellement qu'il y avait des longues listes d'attente pour en faire partie. Et c'était des lieux, là, tout avec des boiseries, des tableaux, des fauteuils en cuir. Et là, les hommes allaient là pour toutes sortes de choses, pour communiquer, pour être entre amis, pour être entre eux, mais aussi pour brasser des affaires, pour parler politique. Et encore aujourd'hui, ça a été dénoncé au moment où j'écrivais le livre, les clubs privés qui continuent à exister à Londres sont comme des voies parallèles au Parlement. Fait qu'au lieu de discuter en chambre, on discute dans le club privé, puis là, on retourne en chambre, puis c'est comme si c'était déjà réglé. Un peu comme ce qu'on a vu avec Donald Trump, qui est comme une des figures phares là, que j'ai étudié dans le Boys Club. Il y a un gros chapitre là-dessus dans ton livre. Oui, parce qu'au moment où il était au pouvoir, à ce moment-là, puis c'était extrêmement troublant de voir. Et avec le temps, évidemment, là, on le voit, là, il est en cours pour toutes sortes de choses, mais entre autres, on l'accuse d'avoir pris des documents de la Maison-Blanche et de les avoir mis à Mar-a-Lago, qui est son club privé. Fait que c'est le club de Trump. Fait que c'est vraiment exactement ce que je voulais dénoncer dans le Boys Club, c'est que Trump menait le pays, si on veut, depuis son club privé. Fait que lui, c'est comme s'il avait pris ma théorie puis il l'avait incarnée parfaitement. C'est exactement ça qui se passe dans les Boys Club. Fait que les clubs privés anglais, c'est comme l'origine, mais après, on peut penser à un Boys Club, par exemple, dans le monde de la publicité ou dans le monde de la techno, à Silicon Valley ou toutes les incarnations ici. Ben, les hommes vont se retrouver, par exemple, après la journée de travail ou pendant, ils vont rester au bureau super longtemps, mais ils se retrouvent entre eux. Et les femmes ou les personnes non binaires ou les personnes qui sont pas blanches, dans bien des cas, sont exclues de ces organisations-là. Et donc, ils gardent entre eux le pouvoir. Hein, c'est un entre-soi. Puis c'est partout. Donc, c'est ça que je voulais débusquer. Je voulais comme montrer, au fond, on vit dans des démocraties, soi-disant, mais le pouvoir, quel qu'il soit, économique, symbolique, culturel, politique, se retrouve entre les mains d'un petit nombre d'hommes blancs. Ben c'est ça, justement. Est-ce qu'à plus petite échelle, au Québec, il existe... que ce soit, déjà, tu parles de publicité, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais tu sais, juste on pense, mettons, aux grands médias qui dominent aussi au Québec, en politique aussi. Sinon, est-ce qu'il y a des exemples plus sournois qui existeraient au Québec, mais qui démontreraient un peu ça, l'aspect du Boys Club? Ben, les exemples sournois, je pense qu'il faut les débusquer dans nos propres vies. C'est les soirées de gars, par exemple. Tu sais, on va aller faire une soirée de gars, on va aller faire une partie de poker entre gars. OK, j'ai rien contre, hein. Faut vraiment pas penser que je suis comme la grande, celle qui veut censurer les soirées de gars. Je m'en fous complètement, sérieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est si nous, on était là comme des petites abeilles, puis on regardait, puis on entendait ce qu'ils disaient. Est-ce qu'on aurait droit à des blagues homophobes, des blagues sexistes, des commentaires dégradants, une sorte de fantasme qui circulerait? Et puis, ce que je voulais mettre en lumière aussi, c'est qu'il y a un homoérotisme là-dedans. Il y a une sorte de désir qui circule entre les hommes qui, maintenant, est peut-être plus accepté ou plus
peut-être qu'on le reconnaît un peu mieux, mais il reste que c'est encore un peu tabou. C'est comme si entre eux, ils sont hétéros, mais en fait, étant entre eux, il y a quand même quelque chose qui circule. Alors que la circulation du désir entre femmes reste plus, on la nomme plus facilement, mais on va avoir du mal à nommer la sexualité entre femmes. T'sais, on va la réduire à une sorte de truc un peu rose bonbon, un peu comme de la vaseline sur la lentille. Là. Fait qu'il y a tout ça qui joue. Ben, les trucs sur les manifestations sournoises, si on veut, c'est aussi, si on pense à des conseils d'administration, à des comités importants dans des dans des institutions, quelles qu'elles soient, ben faut se poser la question qui parle pendant ces réunions-là. Donc, on va nous dire, oui, mais c'est paritaire, ou c'est presque paritaire, parce que la parité est quand même assez rare, là. Puis on va dire, puis il y a diversité. OK, mais quoi? C'est quoi le pourcentage? Bon, je sais pas moi, il y a 10 hommes blancs, puis il y a 3 personnes racisées et il y a 4 femmes blanches. Mais qui parle pendant ces réunions-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qui prend le micro, puis qui est-ce qu'on écoute? À qui on coupe la parole? À qui on diminue le temps de parole tout le temps? C'est ça qu'il faut analyser. Fait qu'on peut pas juste dire s'il y a parité, tout va bien. Non, parce qu'en fait, ce que moi je veux comme féministe, c'est pas une parité homme-femme blanc. Ça me donne rien, là. Ça change absolument rien à mon monde. Je veux une réelle diversité. Je veux que tout le monde soit représenté et que tout le monde ait le droit de parole. Ouais. C'est ça. Puis que tout le monde ait le même pouvoir. Fait que si, par exemple, dans un parlement, un gouvernement, on donne systématiquement aux femmes les ministères, par exemple, qui sont les ministères light, là, tu sais, la famille, la culture, bon, mais on leur donne jamais des portefeuilles, ben il y a jamais rien qui va changer. Si on change pas la culture parlementaire, les heures de travail, s'il n'y a pas de conciliation travail-famille pour vrai, ben on exclut les femmes systématiquement. On exclut tous ceux qui sont pas des hommes blancs, qui depuis toujours font leur travail, puis ont du monde derrière eux qui ramassent. Fait que c'est toute cette logique-là qu'il faut... Ouais, puis ça, tu sais, dans ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser aussi entre la comparaison entre l'équité puis l'égalité, que puis c'est tellement ça, c'est le but, c'est pas de dire qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. En tout cas, je trouve que tu l'expliques vraiment bien parce que souvent, ben c'est utilisé pour défendre justement comme quoi, ben c'est tellement inclusif puis c'est tellement, mais alors que oui, vous aviez autant de femmes, mais puis on en voit souvent des vidéos ressortir de comment ça se passe en politique, dans les discussions et tout ça, que justement les femmes se font couper la parole. Heureusement, maintenant, il y a certains hommes qui se gênent pas pour dire que c'est pas correct, mais ça c'est pas toujours le cas non plus, là. Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait des alliés. Et puis en fait, c'est ça. La demande, elle est là aussi. C'est qu'on demande aux hommes d'être des alliés, pas de défendre les femmes comme si on était des pauvres demoiselles qui ont besoin d'être défendues par des chevaliers servants. C'est pas ça, mais défendez l'équité. Défendez-la, cette valeur-là, si vous y croyez pour vrai. Comment ça a été reçu, ce livre-là? Est-ce qu'il y a eu des... Ben, probablement qu'il y a eu des critiques, là, comme n'importe quel projet là, qui sort, mais est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que ça l'a froissé certaines personnes? Ben oui, non, ça a été extrêmement bien reçu. Je pense que ce qui a été... franchement, les critiques, c'est même pas une critique. Pour moi, c'est comme une manière de dévoyer le propos. C'est ce qui... Évidemment, les chroniqueurs qui me détestent ont fait du millage sur ce livre-là en disant « Mais Martine Delvaux déteste les hommes. » C'est ça, je l'ai lu, là, puis j'ai reçu des messages en privé dégueulasses, là, de m'accusant de ça, me disant « Va te pendre. » Je veux dire, ça, mais parce que ils ont pas lu le livre. Ils ont pas lu le livre. Il y a pas un moment où il est question de haine contre les hommes. Pas du tout. C'est vraiment une sorte de... C'est une lecture puis une analyse d'une structure. Et ce qui est par ailleurs est extrêmement touchant pour moi, c'est que j'ai eu aussi des hommes qui sont venus me voir puis qui m'ont remercié puis qui ont dit moi ce que vous décrivez dans votre livre, je l'ai vécu parce que moi je viens d'une classe sociale inférieure ou parce que moi je suis pas blanc ou parce que moi je suis un homme de plus petite taille avec une voix un peu plus haute ou toutes les raisons sont bonnes pour exclure quelqu'un. Fait que les hommes aussi en paient les frais. Et c'était ça que mon livre disait. Il disait c'est pas mieux pour les hommes, là. Puis, de toute façon, je veux dire, tout ce que tu dis, c'est la plupart du temps, c'est des faits observables. Fait que si vraiment quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, ben alors démontrer que... Ben oui, montrez-moi le contraire, ben oui. Ouais. Puis, je trouve que c'est ça qui est bien dans ce que tu fais, justement, sur les réseaux sociaux, c'est que
veux pas, bien souvent, là, pour donner un exemple aux gens, mais c'est, exemple, tu vas prendre un article, puis tu vas souligner l'utilisation de certains mots ou de certaines expressions. Fait qu'à ce moment-là, ben, je veux dire, c'est là, c'est écrit, là. Fait que peu importe qu'est-ce qu'on dit, ben, on peut pas nier que ces mots-là ont été utilisés puis que ces mots-là ont un impact. Ouais. Aussi, ça me fait penser, tu sais, à ce que tu dis, le fait que par rapport au féminisme puis la haine des hommes, j'ai lu quelque chose cette semaine puis j'avais jamais lu cette phrase-là puis ça m'a tellement parlé. C'était en anglais, mais quelqu'un a juste partagé là, un article sur un agresseur puis la personne a juste écrit Not all men, but somehow always men. Oui, c'est ça. Exact. Donc, c'est pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. Oui. Ben, c'est ça. Oui. Fait que, non, c'est ça. On peut pas. Moi, je veux bien qu'on dise que les hommes ne doivent pas être détestés, mais il y a un moment où il faut se demander. Comme ce matin, je lisais dans la presse un long article sur les taux absolument hallucinants de sextorsion puis de pédophilie en ligne et tout. Mais tout le long, ça parle des victimes. Fait que, bien d'accord, hein? Je veux dire, c'est terrible, c'est des enfants, c'est des fois des bébés. Je trouve ça effrayant, mais pas une ligne sur les prédateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va leur, comment on fait? Puis je dis pas que c'est facile, hein. Toute la matinée, j'étais là puis je me dis, mais comment ils font? Fait on le sait. On sait qu'ils commettent ces crimes-là. On veut protéger les futures victimes ou les victimes actuelles. Mais comment on fait pour prévenir ce genre de comportement? Et c'est quand même symptomatique. C'est à chaque fois que il y a des campagnes presque de santé publique contre la violence faite aux femmes, mais on s'adresse pas aux hommes, mais c'est eux qui la commettent, la violence. Mm-hmm. J'aimerais ça qu'un jour on leur parle à eux. Fait que mon livre, il voulait faire ça aussi. C'était comme une manière de dire, mais regardez-vous dans le miroir, essayez de voir ce que vous êtes en train de reproduire, même sans vous en rendre compte. Ouais. Moi, ça me tue. C'est qu'en fait, c'est naturel de se retrouver entre soi. Mais le problème, c'est quand on est dans un entre-soi d'hommes blancs, ben des fois, ça peut avoir un effet quand même assez négatif sur le reste de nos collègues ou de nos... Ouais, puis, tu sais, dans le fond, je pense que dans les boys clubs, on retrouve beaucoup, c'est ça, ce sentiment-là de communauté, puis qui peut avoir des effets tellement positifs quand on repense justement aux communautés queer, puis mais ça peut avoir un effet pervers aussi. Ouais. Puis, en lien avec l'article justement de ce matin, puis hier, en fait, on parlait avec la sexologue Estelle Cazelet, de la manosphère et tout ça, puis ben justement, ça, ces groupes-là d'hommes, d'incels en ligne, les forums d'hommes pédophiles, ben ce sont des boys clubs, oui, ça. Absolument. Ouais. C'est des boys clubs criminels. Mm-hmm. C'est vraiment terrible. Ouais. Est-ce qu'il existe des, je sais pas, en écrivant là-dessus puis en réfléchissant beaucoup à ce phénomène-là, est-ce que tu as vu des façons ou de déconstruire ça, des moyens de... Ben, tu sais, bon, moi, je suis pas sociologue, je suis pas psychologue, je suis vraiment, je suis vraiment une littéraire à la base, fait que à chaque fois, je dis, moi, c'est pas mon rôle parce que j'ai pas les moyens. Tu sais, j'ai pas été, j'ai pas l'instruction qu'il faut, je sais pas comment ça marche, je suis pas travailleuse sociale, je pense que tous ces gens-là ont plein d'idées, puis il faut les écouter. Mais ce que je trouve symptomatique en ce moment, c'est que l'espèce de guerre contre les trans est en train, cette guerre-là, pour moi, c'est le signe d'un désir de préserver les boys clubs. Parce que si on défait pour vrai la binarité homme-femme, là, tout s'écroule. Fait que c'est sûr que on peut même pas imaginer qu'on va défaire la binarité homme-femme. Tu sais, je veux dire, c'est ridicule. Le pourcentage de personnes trans ou non-binaires dans nos sociétés est infiniment petit, en fait, par rapport à l'ampleur de la population. Fait qu'on est en train de faire, c'est comme un épouvantail. On dresse cette grosse affaire-là, mais qu'est-ce que ça dit? C'est qu'on a vraiment peur de perdre, tu sais, il y a des privilèges qui ont peur d'être perdus, là. Ouais. Fait que au fond, la réponse à ta question, c'est, si on veut vraiment que ça cesse, cet entre-soi qui est maléfique, là, pas un entre-soi qui est ludique, puis, tu sais, mais un entre-soi qui peut vraiment faire du mal, mais il faut prendre le problème à la source, puis la source, ben, c'est la domination masculine. La source, c'est l'opposition entre les hommes et les femmes, puis le fait que c'est une hiérarchie, que les hommes comptent plus que les femmes. Mais là, si on continue à permettre que des femmes soient assassinées, ben c'est sûr qu'on est loin d'arriver à cet état du monde où il y aura plus cette binarité.
Fait qu'il faut tout défaire. Fait que quand les gens s'énervent sur la place publique contre l'éducation sexuelle qui serait donnée dans les écoles, par exemple, comme s'il allait y avoir une sorte de contamination de la pensée trans, là, c'est complètement débile. On dit, mais ils ont compris que c'est à la base qu'il faut s'y prendre, donc auprès des enfants. Mais si on veut attaquer la domination masculine, si on veut sortir d'un rapport de sexe inégal, ben il faut commencer quand ils sont petits, et ça les insupporte. Fait qu'ils mettent sur le dos de l'épouvantail trans, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de leur donner une éducation contre le sexisme, contre la discrimination, contre l'homophobie, contre le racisme. Et c'est ça ce qui est intolérable pour la société. Oui, puis honnêtement, c'est tellement problématique parce que si on prend le temps de se pencher sur la question, surtout en violence sexuelle, je viens de finir ma maîtrise là-dessus. Je veux dire, tout démontre que tout part de l'éducation sexuelle quand on parle de violence sexuelle, parce que il arrive souvent aussi qu'il y a un cycle familial de reproduction de violence puis tout ça, surtout quand on parle d'inceste ou de choses comme ça. Fait que, tu sais, en plus, le fait de s'attaquer à quelque chose de encore plus critiquer les personnes trans, ben en fait, ça fait que d'autres personnes connaissent même pas les enjeux derrière ça, mais étant donné que ceux sont pas d'accord avec ce qui est trans, ben ils vont s'opposer à tout finalement le positif qui aurait pu ressortir de ça. Fait que, puis il faut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qui leur fait si peur? C'est pas normal. C'est pas normal que je sais pas combien de la population leur fasse peur. C'est pas normal. Exemple, on parle à plus petite échelle au Québec. Est-ce que des fois, il y a des possibilités d'ouvrir la discussion là-dessus, justement dans si on pense, mettons, à des talk shows qui sont peut-être plus des fois menés par des hommes, ou est-ce qu'il y a une ouverture des fois? Est-ce qu'on sait si c'est possible d'ouvrir la discussion sur les boys clubs puis sur l'impact que ça a? Ben sûrement, tu sais, tout le monde en parle, m'a invité pour parler du Boys Club, donc c'est quand même une grande ouverture là. Tu sais, c'est vraiment vraiment un geste important. Et faut faire confiance, moi je trouve, aux recherchistes qui sont, tu sais, il y a ce qu'on voit à la télé, fait qu'il y a les gens qui sont sur le plateau, et il y a ce qu'il y a derrière la télé. Puis les personnes qui sont derrière la télé, souvent c'est des jeunes de ton âge, et ces recherchistes-là qui vont pousser des dossiers, qui vont inciter des animateurs, des animatrices à inviter une certaine personne pour discuter d'un certain sujet. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance. Et c'est là aussi qu'on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que si on change l'éducation des enfants, ben ils vont changer. On le voit, par exemple, par rapport à la crise environnementale. Les tout petits, ils savent qu'il faut recycler. Ils vont dire à leurs parents, arrête de faire couler trop d'eau. Ils ont une conscience de ça. Et ça fait des années là, qu'on leur apprend très tôt les gestes de base pour un peu protéger l'environnement. Donc, ils sont dans une logique. Ils vont dire, non, on va pas prendre l'avion cet été pour aller en vacances. Ils ont une prise de position politique. Mais comme c'est l'environnement, ben, bon, ça, personne va s'y opposer. Mais c'est la même chose pour les rapports de sexe. Et ces enfants-là, ben, vont devenir recherchistes, vont devenir journalistes, vont devenir chroniqueurs, et donc le discours peut changer. Mais c'est ça qui est inquiétant. Oui. Puis c'est toujours touché parce que en même temps, tu sais, puis dans les dernières années au Québec, là, on a beaucoup entendu parler, là, tu sais, surtout avec les humoristes, mais de la liberté d'expression et tout ça. Mais on voit beaucoup sur TikTok récemment, que ce soit par le biais de balados ou de d'autres types, là, mais justement des hommes dans la vingtaine des Québécois qui ont des discours hyper masculinistes, puis qui disent aux jeunes hommes de comme reprendre le pouvoir, puis c'est quoi le risque à ça, justement, même si de plus en plus les jeunes sont éveillés puis sont vraiment comme super, mais c'est quoi le risque de cette montée-là du masculinisme dans les derniers temps? Je trouve qu'il est quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Ouais, mais tu sais, il faut lire Francis Dupidéry quand il parle de la crise de la masculinité puis qu'il dit, ben, à chaque fois qu'il y a une montée du féminisme, il y a une montée de ce discours sur la crise de la masculinité. Et donc une montée du masculinisme. Ça, c'est pas nouveau non plus. Fait que c'est inquiétant parce que c'est beaucoup des jeunes hommes qui vont adhérer, puis pour toutes sortes de raisons. Des jeunes hommes qui peuvent venir de milieux familiaux ou de classes où ils ont moins d'argent, ou même des jeunes hommes qui viennent de familles riches, mais où, bon, ils ont pas leur place. Je sais pas. Il y a 1001 raisons, là, psychologiques, financières, qui expliquent pourquoi ils vont dans ce sens-là. C'est sûr que c'est inquiétant. Après, tu sais, je pense qu'il y a plein de femmes, de documentaristes, de journalistes qui prennent cette question-là, puis d'hommes aussi, journalistes, puisque c'est un homme, je pense qu'il l'avait fait sortir dans Le Devoir, par exemple, et qui vont s'attaquer à ces questions-là, donc pour les mettre dans l'espace public puis les interroger publiquement. Et ça peut, je pense que c'est nécessaire de le faire parce que
il y a quand même une... je bafouille parce que je veux pas du tout que ça semble arrogant, tu sais ce que je vais dire, puis parce que c'est vraiment pas, je me mets pas au-dessus des gens, pas du tout. Mais je pense que des fois, il y a des personnes qui adhèrent à certaines prises de position sans se rendre compte de tout ce que ça implique. Et le masculinisme, c'est un peu ça. Tu sais, quand un jeune homme est là puis dit, allez, fais ta bitch, viens t'entraîner. Tu dis, OK, je comprends pourquoi tu veux puis pourquoi il y a cette identification, il faut s'entraîner, devenir fort, spartiate, machin, mais le discours qui est utilisé, puis la motivation derrière ça est pas claire, puis c'est compliqué si tu dis à un homme, fais pas ta bitch, tu sais, c'est compliqué. Fait que les féministes sont là, puis on est un peu des lanceuses d'alerte, puis on dit, non, mais attention, là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Fait que ça crée des tensions, parce que l'intention de l'homme en question, du jeune homme en question, n'est pas nécessairement négative. Puis moi, je le comprends. Mais les enjeux sont plus grands que lui, en fait. C'est ça l'affaire. Puis justement, j'aimerais ça, si c'est possible, que... Est-ce que tu as des moyens ou des façons de rester alerte puis de garder un esprit critique, autant quand on, justement, voit des vidéos de ce genre-là, ou comme tu fais quand on lit des articles en ligne, puis souvent, quand c'est justement des chroniqueurs puis des articles plus d'opinion, ouais. Ben là, on les voit plus sur les réseaux sociaux, là, mais lorsqu'on voit ces articles-là, comment on peut garder un esprit critique, puis pas seulement des fois se faire avoir dans... je pense à je suis quelqu'un qui est au restaurant, je lis mon journal, je vois un article d'opinion dans le Journal de Montréal. Comment je fais pour me détacher, tu sais, puis d'essayer de garder une conscience de justement des mots utilisés puis de la façon dont ça va pouvoir influencer peut-être ma perception de cet article-là. C'est difficile. Même moi, j'en échappe tout le temps, là. Je vois pas tout, puis Dieu sait que je fais ça à longueur de journée, là. C'est difficile d'être extrêmement tout le temps sensible, tout le temps alerte. En fait, il faut être comme tout le temps alerte. Notre manière de diagnostiquer ces discours-là, c'est il faut avoir lu. Premièrement, il faut avoir un peu une idée de ce que c'est le racisme, ce que c'est l'homophobie, ce que c'est le sexisme. Il faut avoir des connaissances de base. Puis après, il faut être sensible à la manière dont les choses sont dites. Mais j'ai pas de règles, parce que même moi, il y en a que je vois pas. Tu sais, des fois, on me pointe un truc et je dis, oh mon Dieu, je l'avais pas vu. C'est tellement gros comme une maison, puis je l'avais pas vu. Fait que, parce on vit dans notre société, hein, on est fabriqué par le social. Fait que nous demander de tout le temps être un peu décalé par rapport à la société à laquelle on fait partie, c'est pas facile. Et donc, pour les féministes en premier, tu sais, les féministes sont pas non plus immunisés à la violence conjugale, immunisés à la violence amoureuse. Et on est, nous aussi, des victimes dans ce milieu-là, tout en étant critiques, parce que c'est extrêmement compliqué de vivre dans nos sociétés. Puis penses-tu que, justement, ces textes-là sont faits volontairement avec une influence, mais sachant que les gens vont pas nécessairement voir les subtilités, puis est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une volonté derrière ça de dire, je le sais qu'il y a une certaine partie de gens qui vont lire ça, puis qui vont juste boire mes mots finalement, puis qui... Ouais. Oui, je pense qu'il y a une sorte de persuasion clandestine qui est délibérée, là. Puis pour moi, c'est peut-être même moins dans l'utilisation des mots d'un texte en particulier que dans la répétition. Quand on tape tout le temps sur le même clou. Fait que quand tous les jours, pendant je sais pas combien de mois, on tape sur les femmes voilées, il va pas me dire que c'est pas délibéré, c'est délibéré. C'est à ça qu'il faut. Moi, c'est à ça que c'est sur ça que je pose mon regard, encore plus que sur le détail de chacun des textes. Moi, on est tout le temps en train de revenir sur le même sujet. Et pas juste, mettons, dans un journal, pas juste une personne, mais ils sont plusieurs à y revenir sans arrêt. Fait que c'est là qu'il y a quelque chose d'un martèlement qui est vraiment voulu. Mais c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir pu discuter avec toi. Je voulais quand même laisser aussi une petite place à la fin parce que tu viens de sortir un nouveau projet littéraire. Ouais. Fait que j'aurais aimé ça que tu en parles un petit peu de ça ressemble à quoi? Ça, c'est une enquête. Bon, moi, j'écris tout le temps à partir de ma vie, si on veut. Là, c'est toujours un peu ce que je fais. J'ai fait différentes choses dans mes romans. J'ai parlé d'amitié, j'ai parlé d'une peine d'amour, j'ai écrit à ma fille. Donc, je suis toujours comme en train de décortiquer ma propre vie. Et là, dans le cas ça aurait pu être un film, c'est parti d'une expérience que j'ai eue d'écriture filmique, c'est-à-dire qu'on m'a demandé d'écrire un scénario.
Et le point de départ, c'était la relation amoureuse entre Jean-Paul Riopelle, dont c'est le centenaire, fait qu'on n'arrête pas d'en parler, et John Mitchell, qui était sa compagne à l'époque. Mais il y avait une troisième personne, et c'est cette troisième personne-là qui m'a interpellée. Puis pendant 4 ans, j'ai mené une enquête sur elle. Mais faisant l'enquête sur elle, dès que j'ai interviewé des gens, elle était morte quand j'ai appris qu'elle avait existé. Elle venait de mourir, et donc j'ai interviewé des gens de sa famille, mais j'ai aussi creusé tous les textes qui concernent Riopelle et Mitchell pour voir est-ce qu'on lui accorde une place à cette femme-là qui a quand même été 8 ans avec Riopelle, qui a été extrêmement proche de John Mitchell. Même, on comprend que Mitchell était sans doute fort amoureuse d'elle. S'est sentie trahie quand Hollis, qui est le nom de la personne, a quitté John pour aller avec Jean-Paul. Mais à travers ça, ce qui m'intéresse, c'est comme si j'ouvrais une autre porte dans ma pratique féministe. C'est que ce qui m'a intéressé, c'est la place des femmes dans le monde de l'art et la place des femmes artistes quand elles sont en couple avec un autre artiste. Et de manière générale, ben, les femmes artistes et le féminisme et comment on peut faire exister cette figure-là. Fait que c'est un livre qui est quand même beaucoup plus long que tous mes autres livres, et puis qui navigue comme ça entre la vie de cette femme, Hollis Jeffcoat, celle des 2 grands peintres avec qui elle a été en relation, puis de manière plus générale, l'histoire de l'art, et puis mon rapport à toute cette affaire-là, moi, qu'est-ce que ça me dit comme celle qui mène l'enquête, celle qui est bisexuelle comme la peintre l'était, celle qui est intéressée par l'art, mais surtout celle qui écrit. Et qu'est-ce que ça veut dire écrire? Qu'est-ce que ça veut dire aimer une pratique artistique? Tes projets sont très variés, même si des fois, il y a quand même un fil qui suit dans tes idées. Il y a quand même... C'est tous des trucs quand même différents en soi. Ouais, c'est comme si, tu sais, chaque projet est comme une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre dans une maison qui serait la maison d'une littéraire féministe. Fait qu'après, ben, il y a quelque chose qui m'appelle, puis je vais dans cette direction-là, mais c'est toujours le même geste. Tu sais, que j'écrive Les filles en série, le Boys Club, Le monde est à toi, qui est la lettre d'amour à ma fille, ou ça aurait pu être un film. C'est toujours une sorte d'urgence intérieure qui dit « OK, c'est maintenant, il faut que je l'écrive, il faut que j'y aille ». Puis il y a toujours énormément de recherche qui vient avec. Fait que tu sais, je suis une universitaire à la base, mais j'ai choisi d'écrire pour un public beaucoup plus large que le public strictement universitaire. Mais il s'agit tout le temps de dire, ben, j'ai fait plein de recherches, mais voici comment je vous transmets la recherche pour qu'elle soit comme compréhensible, digestible, parce que la recherche universitaire, c'est un créneau très étroit. Il y a peu de gens du grand public qui ont accès parce que c'est un langage très particulier. Mais moi, j'ai comme fait le pari de mélanger les deux puis de dire, moi, j'écris pour tout le monde, mais avec la pratique d'une universitaire. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Ben là, ça vient tout juste de sortir, là. Ouais, ça vient de sortir, mais tu sais, il y a toujours comme, je sais pas quel sera l'autre prochain projet littéraire comme tel, là. Ça travaille dans ma tête. Mais en ce moment, je m'intéresse à la voix, tu sais, à la voix des femmes. Comment on a fait taire les femmes, mais littéralement, là, en leur mettant des muselières, comment on critique la voix des femmes comme étant trop haute, souvent, ça fait mal aux oreilles. Tu sais, des journalistes m'ont dit qu'elles reçoivent des messages des fois parce que les gens qui les regardent à la télé ou qui les écoutent à la radio disent « mais ta voix est insupportable », tu sais, des trucs comme ça. Fait que je m'intéresse à ça. On va voir ce que ça va donner. OK. Puis là, les gens peuvent ben, moi, j'encourage les gens à aller te suivre sur Instagram parce que je trouve j'adore. Moi, c'est comme mon petit moment de regarder tes stories. Puis, est-ce qu'il y a d'autres endroits où les gens peuvent échanger avec toi ou voir ton contenu? Je suis facile à trouver. Hein. J'ai une adresse UQAM comme tous mes collègues. Après, à cause de la sortie du livre, il y a plein d'activités là, durant l'automne. Il y a une table ronde le 15 novembre. Je vais être au Salon du livre, évidemment. Fait que je suis facile à repérer. Parfait. Ben merci beaucoup pour ton temps, Martine. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Ça m'a fait très plaisir.